je vous présente Godzilla. Je pense que vous le connaissez tous. C'est la créature japonaise qui détruit absolument tout sur son passage. Maintenant, imaginez que les dégâts infligés par Godzilla sont similaires à ceux d'un énorme tremblement de terre sur une île artificielle. Comment prévenir ces dégâts et surtout, quels sont-ils? Donc tout d'abord, une île artificielle, comme son nom l'indique, c'est une île qui est créée par l'homme. Pour ça, il y a différentes raisons, écologiques, énergétiques, pour prévenir justement l'augmentation du nombre de personnes sur Terre et l'augmentation aussi du niveau de la mer. Donc tout d'abord, pour construire une île artificielle, idéalement, ce qu'on veut, c'est un sous-sol rigide qui ne va pas tasser. Donc on aimerait bien avoir du sable ou de la roche. Autrement, si on a de l'argile, on va l'enlever ou on va essayer de le consolider. Ensuite, pour construire le corps même de l'île, on va utiliser des bateaux de dragage, qui sont donc des dragues. Ces bateaux de dragage, leur but, c'est donc d'aspirer le sable qui se situe à proximité de l'île artificielle. Une fois que le sable est prélevé, le bateau va à l'endroit de l'île artificielle. Tout d'abord, il y a le processus qu'on appelle bottom dumping, c'est-à-dire que le bateau va ouvrir les portes en fond de soute afin de lâcher le sable, de manière assez grossière, à l'endroit de l'île artificielle. À partir du moment où la profondeur d'eau n'est plus suffisante pour que le bateau puisse naviguer, la drague va utiliser le processus de rainbowing, c'est-à-dire que le sable va être projeté à la manière d'un arc, comme un peu un arc-en-ciel effectivement, et donc ça va pouvoir placer de manière assez précise le sable sur l'île. Une fois que le corps de l'île est construit donc en sable, c'est là que notre ami Godzilla voudrait intervenir et voudrait tout saccager. Quel est son principal défaut? Qu'est-ce qu'il peut créer comme dégâts? Le majeur dégât créé par Godzilla, c'est le processus de liquéfaction. Donc le processus de liquéfaction, comme son nom l'indique, ça veut dire que le sable constituant l'île artificielle va se liquéfier. Il va perdre de la portance, il va perdre de la résistance par libération de l'eau qui est contenue donc dans le matériel sableux. Une fois que donc l'eau est dégagée, il va se produire un phénomène un peu comme les sables mouvants qu'on connaît quand même assez bien. Ces sables mouvants, à terme, lorsque des habitations seront construites sur l'île, par exemple, ils vont tasser et parfois même donc s'écrouler, ce qui cause parfois la mort de personnes. Afin de remédier à cela, nous, on utilise donc la compaction. La compaction du sol, ça reproduit à moindre échelle les effets du tremblement de terre en éliminant l'eau contenue dans les grains du sol. Une fois que l'eau est éliminée, les grains du sol se réarrangent entre eux afin d'être densifiés. Pour ça, deux méthodes sont utilisées, soit l'impact d'un poids à plusieurs reprises, soit l'insertion d'une sonde qui va émettre des vibrations et permettre le réarrangement des grains entre eux. Une fois que le sol est densifié, l'île est compactée, et donc Godzilla, il peut se balader sur l'île, il ne va rien se produire. Par contre, après, évidemment, on va passer à l'étape suivante qui est l'aménagement de l'île, qui va devoir être aux normes antisismiques, évidemment. Voilà. Alors, c'était super clair, on a l'impression que vous travaillez dessus tous les jours, c'est le cas? Un peu, oui. Et il y aurait d'autres sujets qui vous brancheraient pour parler aussi, continuer à communiquer Ah oui, il y a d'autres sujets. Vous en avez en tête, là, comme ça? Oui, complètement. Enfin, vous voulez un exemple, ouais. Par exemple par exemple, l'influence de la teneur en sable carbonaté dans un remblai portuaire, par exemple. C'est assez... Très précis. En tout cas, on a appris plein de choses. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses. Oui, non, moi aussi. Je me demandais où on fait ça. Enfin, autrement dit, est-ce qu'on fait ça dans une petite piscine en toute petite taille, ou on fait ça... Pas du tout. On fait ça partout dans le monde. On fait ça aussi en France. Par exemple, au large de la Bretagne, il y a une île artificielle qui a été construite afin de permettre de reproduire un habitat écologique pour les oiseaux. Donc, il n'y aura aucun humain dessus. Mais donc, par exemple, là, les critères écologiques, environnementaux sont énormes. Par contre, après, par exemple, j'ai travaillé sur une île artificielle au large du Panama. Donc là, c'est pourquoi? C'est pour désengorger la ville de Panama City, qui est vraiment pleine de monde. Du coup, on va construire d'autres résidences donc sur une île artificielle. Mais donc, pareil, les critères sont encore différents. Parce qu'en France, par exemple, la sismicité au large de Brest, on sait qu'elle existe, mais elle est beaucoup moins importante qu'au large du Panama, par exemple. D'accord. Est-ce qu'on a une idée aussi de la durée de vie d'un système de ce type? Enfin, est-ce que c'est un système stable qui va durer... Vous faites une île et ça reste 1000 ans, ou après 100 ans? Normalement, en fait, quand on fait le dimensionnement d'une île, on l'évalue aussi par rapport au niveau d'eau.
Donc on fait une évaluation des courants, de l'érosion aussi, parce qu'évidemment, qui dit courant et qui dit île, dit influence des vagues, des tempêtes, etc. Mais normalement, le design minimum, c'est 50 ans. C'est le design minimum. Après, on réintervient pour draguer un peu plus aux environs, pour renforcer. Par exemple, en Indonésie, là-bas, le phénomène principal, c'est la subsidence, parce qu'il y a des plaques tectoniques. Donc, à cause de ce phénomène, on est obligé d'intervenir plusieurs fois pour éviter justement que les îles d'Indonésie s'enfoncent et disparaissent. D'accord. C'est formidable, c'est ça aussi à quoi ça sert FemLab. Je viens de découvrir qu'il y avait des îles artificielles qui existaient dans le monde, je découvre. Non mais bravo pour votre présentation. Du coup, on a juste à espérer qu'il n'y ait pas de Godzilla qui arrive après, une fois que tout fonctionne, mais ça n'a plus l'air de... Et donc, il y a des îles artificielles qui sont habitées aujourd'hui ou... Ah oui. Donc, au Panama, par exemple, elles vont prochainement être habitées. Au large de Dubaï aussi. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Palm Jumeirah, donc l'île qui est en forme de palmier au large du Panama, donc elle est habitée. Les îles artificielles qui ressemblent aussi à des mapes-mondes, faites aussi au large de Dubaï. Donc là-bas, par exemple, il y a David Beckham qui est une île là-bas. Donc il n'y a pas de risque pour l'environnement de transformer comme ça Alors il y a toujours un risque. Par exemple, en Australie, il y a une île artificielle qui a été créée pour permettre l'installation d'un pipeline. Mais là-bas, on sait qu'il y a la grande barrière de corail. Donc le plus important dans le dragage, c'est que par exemple, quand on escave le matériel, il faut faire attention à ne pas créer de la turbidité, c'est-à-dire créer encore plus de nuages de sable qui viendraient étouffer la lumière au-dessus des coraux et donc les coraux viendraient à mourir. Donc il faut surveiller tout ça, mais c'est pour ça qu'il y a des études environnementales avant, pendant et après la construction de l'île. Donc ça nécessite vraiment de travailler main dans la main avec des experts à la fois oui. de votre domaine, des milieux marins. Complètement, oui. D'accord. Des biologistes, oui. Donc c'est vraiment transdisciplinaire. Oui, tout à fait. Merci.